quelque part le long des bayous de Louisiane, dans une paroisse dont l'emplacement exact a été délibérément effacé des archives historiques, il existe un récit documenté qui remet en cause tout ce que nous croyons comprendre de la survie et des frontières entre la nature humaine et animale. Des documents judiciaires datant de 1847 font référence à un incident impliquant 8 chiens de chasse, une cave verrouillée et une jeune femme qui en était ressortie après 72 heures, non pas comme une victime, mais comme quelque chose que le magistrat local décrivit seulement comme possédant une autorité que je ne peux expliquer et n'ose remettre en question. La plantation où cela se produisit fut incendiée jusqu'au sol dans la semaine qui suivit l'incident. Ses cendres furent dispersées, ses archives détruites. Pourtant, 3 lettres distinctes de propriétaires voisins, aujourd'hui conservées dans une collection privée à Bâton Rouge, décrivent la même scène impossible. Une jeune fille d'à peine 19 ans, franchissant calmement les grilles principales à l'aube, suivie de 8 énormes chiens de chasse marchant en formation parfaite derrière elle, leurs yeux fixés sur son dos avec ce qu'un témoin appela la dévotion de disciple. La baronne qui possédait à la fois la jeune fille et les chiens fut retrouvée morte dans ses appartements ce même matin, bien que la cause officielle du décès ait été enregistrée comme une défaillance cardiaque. Ce qui se produisit dans cette cave ne fit jamais l'objet d'une enquête officielle, ne fut jamais évoqué publiquement, et fut délibérément effacé des registres paroissiaux. Jusqu'à aujourd'hui, le récit complet est resté enfoui dans des fragments disséminés à travers les archives oubliées de la Louisiane. Avant de poursuivre l'histoire de ce qui s'est réellement passé sur le domaine des Vaux, dans la paroisse de Saint-Landry, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si cette introduction seule vous a donné des frissons, abonnez-vous dès maintenant, car ce type d'histoire, celle qui brouille la frontière entre l'histoire documentée et l'inexplicable, est ce que nous vous proposons chaque semaine. Et laissez un commentaire en indiquant de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez. Je veux savoir où, en Amérique, notre communauté de chercheurs de mystères est en train de grandir. Maintenant, découvrons ce qui s'est réellement passé dans cette cave, et pourquoi la vérité valait la destruction de toute trace de son existence. Les événements qui allaient à jamais entacher le nom d'Evo commencèrent non pas avec la jeune fille ou les chiens, mais avec l'arrivée d'une veuve dans le pays sucrier de la Louisiane. Dans les années 1840, la paroisse de Saint-Landry était un patchwork de fierté coloniale française ancienne et d'ambition américaine nouvelle, où le rythme de la culture de la canne à sucre dictait tout, des perspectives de mariage au statut social. La paroisse s'étendait sur des basses terres fertiles, où les marécages de cyprès cédaient la place à d'interminables rangées de cannes, et où l'air restait perpétuellement chargé d'une humidité qui faisait coller les vêtements de laine et échauffait les tempéraments. C'était le pays cadien, où le français restait la langue privilégiée des familles établies, où des saints catholiques veillaient depuis chaque manteau de cheminée, et où les anciennes manières de faire et la brutale arithmétique de l'économie de plantation n'étaient guère remises en question par ceux qui en tiraient profit. La ville d'Opelousas servait de siège paroissial, un ensemble modeste de bâtiments disposés autour d'une place centrale où se dressait le palais de justice, dont les colonnes montraient déjà des signes de dégradation malgré leurs moins de 20 ans. Le samedi, la place se remplissait d'épouses de planteurs, examinant des étoffes venues de la Nouvelle-Orléans, de personnes réduites en esclavage allant d'une commission à l'autre sous l'œil vigilant des contremaîtres, et parfois de prédicateurs itinérants annonçant le jugement et la damnation. Mais le véritable pouvoir à Saint-Landry ne résidait pas à Opelousas. Il vivait dans les domaines qui s'étendaient comme des royaumes à travers la campagne environnante. Chacun était un monde en soi, gouverné par celui ou celle qui détenait l'acte de propriété. Le domaine des Vaux se trouvait à environ 11 km au nord-ouest de la ville, accessible uniquement par un chemin de coquillage qui devenait impraticable lors de fortes pluies. La propriété avait à l'origine appartenu à la famille Fontineau, de riches créoles français, ayant bâti leur fortune grâce à des mariages soigneusement choisis et une efficacité impitoyable. Lorsque le dernier héritier Fontineau mourut sans enfant en 1843, le domaine passa par une série complexe de transactions qui le laissèrent entre les mains d'une femme que peu de gens de la paroisse avaient jamais rencontrée. La baronne Héloïse Desvaux arriva en Louisiane en avril 1844, voyageant depuis Charleston avec une suite de domestiques, plusieurs malles de mobilier européen et une réputation qui l'avait précédée de plusieurs mois. Elle était veuve d'un noble belge de second rang,
dont la mort, selon les rumeurs, s'était révélée financièrement opportune pour la baronne. Elle avait peut-être 40 ans, bien qu'elle s'habillât plus jeune, privilégiant des tissus coûteux aux couleurs qui attirèrent l'attention. Son visage portait une beauté dont les contours commençaient à se durcir, une beauté exigeant un entretien constant et supportant mal tout rappel du passage du temps. Ce qui frappait chez la baronne n'était pas son apparence, mais ses yeux. Ils portaient une qualité calculatrice, une froideur qui semblait évaluer la valeur monétaire de tout ce sur quoi il se posait. Elle parlait français avec un accent wallon, anglais avec précision, et refusait totalement le dialecte créole local, qu'elle jugeait indigne de sa condition. En quelques semaines, elle congédia la moitié des travailleurs du domaine, remplaça le contremaître par un homme nommé Gaspard Thibault, qui avait été renvoyé de 3 postes précédents pour cruauté excessive, et instaura un système disciplinaire qui fit échanger des regards mal à l'aise entre des planteurs voisins pourtant peu réputés pour leur douceur. La baronne avait amené avec elle de Charleston 8 chiens de chasse, d'énormes bêtes issues de croisements entre mastifs et chiens de sang, chacun mesurant près d'1 mètre au garrot. Elle expliqua à la bonne société locale, lors d'un dîner cet été-là, qu'ils avaient été dressés par un homme spécialisé dans les chiens d'intimidation. Ils n'étaient jamais destinés à être des animaux de compagnie, précisa-t-elle. C'étaient des outils, des instruments de contrôle, élevés et conditionnés pour répondre à la peur, pour dominer par leur taille et la menace implicite constante de la violence. Elle les gardait dans un chenil spécialement construit derrière la maison principale, les nourrissant selon un horaire précis destiné à les maintenir perpétuellement affamés, perpétuellement vigilants, perpétuellement dangereux. Elle donna à chaque chien le nom d'une maison noble européenne: Bourbon, Savoie, Habsbourg, Hohen, Zollane, Romanov, Windsor, Grimaldi et Médicis. Elle trouvait cela amusant. Elle disait aimer voir des lignées aristocratiques servir sa volonté. Les chiens n'obéissaient qu'à ses ordres, donnés dans un allemand sec et tranchant. À tous les autres, y compris Thibault, ils montraient les crocs. À l'automne 1844, la baronne acheta une jeune fille au marché aux esclaves de la Nouvelle-Orléans. La transaction fut consignée dans un registre qui existe encore aujourd'hui, bien que le nom de la jeune fille y soit noté simplement comme « femelle », âge estimé, 16 ans, issue d'une vente de domaine en Virginie. Les notes du courtier, griffonnées dans les marges, la décrivaient comme « exceptionnellement défiant pour son âge ». Le propriétaire précédent signalait des incidents de désobéissance. Prix réduit en raison d'un tempérament difficile. La baronne paya $400, une somme nettement inférieure au prix du marché, et fit transporter la jeune fille à Saint-Landry enchaînée. Sur la plantation, on lui donna le nom de Marguerite. Ce n'était pas le nom qu'elle portait en Virginie, mais la baronne l'avait choisi parce qu'il sonnait civilisé, parce qu'il était facile à crier, et parce que le véritable nom de la jeune fille, le nom de sa mère, n'était d'aucune importance à ses yeux. Marguerite mesurait environ 1,65 m, avec la silhouette mince de quelqu'un dont la croissance avait été interrompue par le manque de nourriture. Ses mains portèrent les callosités du travail des champs, bien que les notes de son ancien propriétaire indiquassent qu'elle avait été formée comme domestique de maison avant qu'un incident non précisé n'entraîne sa vente. Ce qui rendait Marguerite différente, et ce qui avait probablement causé ses problèmes en Virginie, c'était ses yeux. Ils ne se baissaient pas lorsqu'elle était interpellée par des Blancs. Ils ne montrèrent pas la peur que les planteurs attendaient et exigeaient. Ils observaient, ils calculaient, ils révélaient une intelligence qui mettait les contremaîtres mal à l'aise. La baronne remarqua immédiatement cette qualité et la trouva divertissante. Voilà quelque chose à briser, quelque chose dont la destruction serait satisfaisante. Elle fit construire par Thibault une cave sous les chenils, un espace carré d'environ 2,40 m de côté, avec un sol en terre battue et des parois en planches de cyprès. La cave ne possédait qu'une seule entrée, accessible par une trappe située dans le plancher du chenil, et aucune fenêtre. Sa fonction ne fut jamais expliquée. Marguerite poursuivit son travail dans la maison principale, désormais presque invisible aux yeux de la baronne, qui semblait avoir oublié son obsession précédente. Les autres membres du personnel se détendirent légèrement, espérant que le pire était passé. Marguerite elle-même ne dit rien. Son visage ne montrait ni soulagement ni inquiétude. Elle continua simplement, jour après jour, à survivre. Puis survint l'incident de l'argenterie. Le matin du 17 mai 1847 se leva humide et gris, ce genre de matin printanier
où l'air donne l'impression de respirer à travers un tissu mouillé. Marguerite se leva avant l'aube, comme toujours, et commença ses tâches matinales. Vider les pots de chambre, allumer les feux dans les pièces du rez-de-chaussée, préparer le service du petit déjeuner. La maison principale était silencieuse, à l'exception des bruits habituels d'un domaine qui s'éveille. Les cris lointains des coqs, le craquement du bois qui se met en place, les pas feutrés des autres domestiques entamant leur routine. La baronne apparaissait rarement avant 9 heures, ce qui offrait au personnel quelques heures de paix relative chaque matin. Marguerite accomplissait ses tâches avec une efficacité acquise par l'expérience, son esprit probablement déjà occupé à planifier le reste de la journée. Elle avait appris, à travers des expériences douloureuses, à anticiper les désirs de la baronne, à terminer les tâches avant qu'on ne les lui demande, à se rendre suffisamment utile pour éviter d'être remarquée, mais jamais au point d'inspirer du ressentiment. À 8 heures, alors qu'elle polissait l'argenterie dans la salle à manger, Marguerite entendit la porte de la chambre de la baronne s'ouvrir à l'étage plus tôt que d'habitude. Des pas traversèrent le couloir supérieur, puis descendirent l'escalier avec une rapidité inhabituelle. La baronne apparut dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, encore en robe de chambre, les cheveux défaits, le visage tordu par une expression que Marguerite avait appris à reconnaître comme un signe de danger. « Où est-ce » La voix de la baronne était calme, maîtrisée, ce qui était, d'une certaine manière, pire que les cris. Marguerite posa la cuillère d'argent qu'elle était en train de polir et se leva, baissant les yeux vers le sol comme l'exigeait le protocole. « Madame, mon bracelet, le bracelet en or avec des saphirs. Il était sur ma table de nuit hier soir. Ce matin, il a disparu. » La baronne entra dans la pièce et se mit à tourner lentement autour de Marguerite. « Tu étais dans mes appartements hier après-midi pour changer les draps. »« Oui, madame. »« Tu ne l'as pas vu ?»« Je n'ai vu aucun bracelet. »« Tu ne l'as pas vu, ou tu l'as vu et tu l'as pris. »« Je n'ai rien pris, madame. » La baronne termina son cercle et se plaça entre Marguerite et la sortie. « Vide tes poches. » Marguerite obéit, retournant les poches de son tablier, qui ne contenait qu'un chiffon et un petit morceau de savon. La baronne observa la scène, la mâchoire légèrement contractée, comme si elle mâchait quelque chose de désagréable. « Tes quartiers, alors. Nous allons fouiller tes quartiers. » La fouille dura moins de 5 minutes. La pièce que Marguerite partageait avec 2 autres domestiques ne contenait presque rien d'autre que des paillasses et quelques vêtements de rechange. Le bracelet n'y était pas. La baronne resta dans l'embrasure de la porte, le visage fermé, les mains s'ouvrant et se refermant à ses côtés. « Thibaut !» L'appel résonna dans toute la maison. Le contremaître apparut en quelques secondes. C'était un homme frêle, aux cheveux clairsemés et à la peau perpétuellement brûlée par le soleil. Il tenait une cravache, davantage comme accessoire que comme outil, la faisant claquer contre sa jambe en marchant. « Emmenez-la dans la cour. 20 coups de fouet pour vol. Madame, je n'ai pas. » La main de la baronne jaillit et frappa Marguerite à la bouche. « Ne parle pas. N'ose pas parler. » Marguerite sentit le goût du sang, là où ses lèvres s'étaient fendues contre ses dents. Elle garda les yeux baissés, le corps immobile, en attente. En fait, non. La voix de la baronne changea, prenant un ton réfléchi, étrangement plus terrifiant que sa colère. « Non, j'ai quelque chose de mieux en tête. Thibaut, emmenez-la aux caves. Enfermez-la dans la pièce du bas. » Les sourcils de Thibaut se haussèrent légèrement. « La pièce sous les chenils, madame ?»« Oui. »« Pour combien de temps ?» La baronne sourit, une expression qui n'atteignit jamais ses yeux, jusqu'à ce que je décide qu'elle a appris le respect. Un jour, peut-être 2, qu'elle réfléchisse à son vol dans l'obscurité, qu'elle écoute les chiens au-dessus d'elle et médite sur ce qui arrive aux voleurs sur mon domaine. Thibaut hocha lentement la tête. « Oui, madame. Dois-je lui apporter de la nourriture ?»« Pas de nourriture. De l'eau 2 fois par jour, c'est tout. Je veux qu'elle ait faim quand je déciderai de la faire sortir. Je veux qu'elle comprenne ce que signifie réellement la privation. » Ils emmenèrent Marguerite à travers le domaine jusqu'au bâtiment des chenils, une longue structure basse abritant les 8 chiens de chasse dans des enclos individuels. Les animaux commencèrent à aboyer dès que la porte s'ouvrit, une cacophonie tonitruante qui résonna contre les murs. Les chiens se jetèrent contre leurs grilles, leur corps massif produisant des chocs qui faisaient trembler la structure en bois. Thibaut conduisit Marguerite à l'extrémité du bâtiment où une trappe était encastrée dans le sol, maintenue par un cadenas en fer. « Descends !» Il déverrouilla le cadenas et souleva la trappe, révélant une échelle de bois plongeant dans l'obscurité. L'odeur qui remonta, de la terre, du vieux bois et autre chose encore, quelque chose d'animal et d'aigre,
retourna l'estomac de Marguerite. Elle descendit. L'échelle descendait d'environ 3 mètres, la déposant dans une obscurité totale. Elle entendit la trappe se refermer violemment au-dessus d'elle, puis le cliquetis du cadenas. Les bottes de Thibaut s'éloignèrent sur le plancher au-dessus. Les chiens continuèrent d'aboyer quelques minutes, puis le bruit diminua progressivement. La cave, lorsque les yeux de Marguerite s'habituèrent à la faible lumière filtrant à travers les interstices du plancher, se révéla exactement comme Thibaut l'avait décrite. Un espace carré d'environ 2,40 m, peut-être 2,10 m de hauteur au centre, là où le plafond culminait. Le sol était en terre battue, fraîche et légèrement humide. Les murs étaient faits de planches de cyprès grossières, ajustées assez serrées pour qu'aucune lumière extérieure ne pénètre. La seule ventilation provenait des fentes du plancher au-dessus, apportant avec elle l'odeur des chiens et parfois un peu de poussière ou de paille. Un seau en bois se trouvait dans un coin, vraisemblablement destiné aux besoins de Marguerite. Rien d'autre n'occupait l'espace. Pas de couverture, pas de paillasse, aucune source de lumière, seulement la terre, le bois et l'obscurité. Marguerite s'assit le dos contre un mur, les genoux repliés contre elle, les bras entourant ses jambes. Ses lèvres saignaient encore légèrement, là où la baronne l'avait frappée. Elle entendait les chiens au-dessus, leur respiration, leurs mouvements occasionnels, le grattement de leurs griffes sur le bois. Parfois, l'un d'eux aboyait et les autres répondaient brièvement avant de se taire à nouveau. Elle avait connu pire en Virginie, avant la vente. On l'avait enfermée 3 jours dans un fumoir après qu'elle eut répondu à la femme du contremaître. Cette cave était plus grande que le fumoir, et au moins ce n'était pas l'été. Elle pouvait tenir un jour, peut-être 2. La baronne finirait par se lasser de la punition, voudrait la récupérer pour travailler plutôt que de la laisser oisive dans le noir. Ce que Marguerite ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que la baronne n'avait aucune intention de la faire sortir au bout d'un jour ou 2. Les premières 24 heures passèrent dans un brouillard d'inconfort plutôt que dans une crise. Thibaut apporta de l'eau à l'aube et au crépuscule, descendant une tasse attachée à une corde sans dire un mot, attendant que Marguerite boive, avant de la remonter. Les chiens apprirent à ignorer sa présence sous eux et se stabilisèrent dans leur routine. Marguerite somnolait quand elle le pouvait, son corps s'adaptant à la dureté du sol, son esprit volontairement vidé de toute pensée. Le 2e jour apporta la faim, la vraie faim, pas cette douleur sourde et constante du manque habituel, mais un vide lancinant qui faisait se contracter son estomac. L'obscurité commença à lui sembler plus lourde, plus oppressante. Le temps devint difficile à mesurer. Elle comptait les passages de Thibaut avec l'eau, marquant le temps par intervalles de 12 heures, mais les heures entre les visites semblaient s'étirer et se contracter de façon imprévisible. Le 3e jour, Thibaut ne vint pas. Marguerite attendit, tendant l'oreille vers d'éventuels pas, n'entendant rien d'autre que les chiens. Sa bouche était sèche comme de la poussière, sa langue épaisse. La faim avait dépassé le stade de l'inconfort pour devenir une sensation qui accaparait toute son attention. Elle appela une fois, la voix cassée, mais n'obtint aucune réponse. La journée passa, sans eau. Cette nuit-là, la 4e de sa captivité, elle entendit des pas différents au-dessus, plus légers, plus rapides, accompagnés du froissement d'une jupe. La baronne. « As-tu soif, Marguerite ?» La voix descendit à travers les planches, doucement moqueuse. « As-tu faim? Es-tu prête à avouer ton vol ?» Marguerite ne répondit pas. Sa gorge était trop sèche pour parler, son esprit trop concentré sur l'urgence physique de ses besoins. « J'ai retrouvé mon bracelet ce matin. Il était derrière ma commode, exactement à l'endroit où j'ai dû le faire tomber il y a quelques jours. N'est-ce pas intéressant? Tu étais innocente depuis le début. » Une pause, remplie par le souffle haletant des chiens. « Et pourtant, tu es toujours là, n'est-ce pas? Parce que cela n'a jamais vraiment été une histoire de bracelet. C'est une question de place, de ta place. C'est ce regard dans tes yeux, cette chose que tu crois que je ne vois pas, cette petite étincelle de défi que tu as conservée malgré tout. Je vais l'éteindre, Marguerite. Je vais te laisser là-dessous jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, sinon une soumission reconnaissante. » Les pas de la baronne se déplacèrent au-dessus comme si elle faisait les 100 pas. « J'ai décidé de mener une expérience, une épreuve de survie si tu préfères. Les chiens au-dessus de toi n'ont pas été nourris depuis 3 jours. Ils ont faim, désespérément faim, aussi faim que toi à cet instant. Demain matin, j'ouvrirai la trappe et je les laisserai descendre vers toi. Tous les 8, affamés, dressés pour dominer, confrontés à quelque chose de faible et sans défense.
La nature suivra son cours, comme elle le fait toujours. Les forts dévoreront les faibles. Les lignées aristocratiques festoieront de l'esclave rebelle. Il y a une certaine poésie là-dedans. Tu ne trouves pas? Marguerite se plaqua contre le mur, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Ou bien, poursuivit la baronne, sa voix toujours empreinte de cette douceur atroce, tu peux te sauver. Tu peux crier, supplier, me promettre la soumission absolue que j'exige. Tu peux sangloter, implorer, m'offrir l'esprit brisé que j'essaie d'extraire de toi depuis ton arrivée. Tu as jusqu'à l'aube pour décider. Après cela, le choix ne t'appartiendra plus. Les pas s'éloignèrent. Une porte se referma. Au-dessus, les chiens se calmèrent dans un silence inquiet, gémissant parfois, changeant de position. Marguerite resta assise dans l'obscurité, l'esprit en ébullition, parcourant des scénarios, des possibilités, faisant le calcul immédiat de la survie. 8 chiens affamés. Un espace trop petit pour courir, trop petit pour se cacher. Aucune arme, aucune défense, aucun moyen de fuir ou de combattre. Sur un point, la baronne avait raison. La nature suivrait son cours. Les chiens sentiraient sa peur, réagiraient à son impuissance, feraient ce pourquoi ils avaient été dressés et élevés. À moins que... Une idée commença à se former dans l'esprit de Marguerite, construite à partir de fragments d'observation, de mois passés à regarder la baronne avec ses chiens, de souvenirs d'enfance liés aux animaux de ferme et à leur hiérarchie, et d'une compréhension désespérée. Sa seule chance résidait dans une tentative qui semblerait impossible à quiconque n'avait pas passé 2 années à étudier la cruauté. Les chiens n'étaient pas des animaux de compagnie. La baronne l'avait toujours dit clairement. C'étaient des outils, des instruments dressés pour répondre à la domination et au contrôle. Ils avaient été conditionnés à suivre la force, à se soumettre à l'autorité, à reconnaître la hiérarchie. Toute leur existence reposait sur la compréhension de qui détenait le pouvoir, et de qui ne le détenait pas. Et si cette hiérarchie pouvait être perturbée? Et si la faim et l'enfermement n'avaient pas seulement affaibli Marguerite, mais aussi les chiens? Et si ce que la baronne essayait de briser, ce noyau de volonté et d'identité, était précisément ce qui pouvait la sauver? Marguerite passa les dernières heures de la nuit à se préparer. Avec ses doigts, elle creusa la terre battue du sol, formant une petite dépression dans un coin. Elle déchira des bandes de sa robe et les enroula autour de ses mains et de ses avant-bras pour se protéger sommairement. Elle se plaça au centre de la cave, loin des murs, à un endroit où elle pourrait bouger dans toutes les directions. Elle maîtrisa sa respiration, força la panique à se taire, la canalisa en une concentration froide. Et surtout, elle prit une décision. Lorsque les chiens descendraient, elle ne crierait pas, elle ne fuirait pas, elle ne se recroquevillerait pas, elle ne montrerait pas la peur. Elle les affronterait comme une égale, comme un autre prédateur affamé luttant pour survivre, comme quelque chose qui refusait d'être une proie. C'était insensé, c'était impossible, c'était sa seule chance. La lumière de l'aube commença à filtrer à travers les interstices au-dessus. Marguerite entendit la baronne arriver, entendit Thibaut avec elle, entendit les portes des enclos s'ouvrir une à une. Les animaux commencèrent à bouger, leurs griffes claquant sur le bois, leur respiration lourde d'anticipation. Ils avaient été conditionnés à associer l'ouverture des grilles à la nourriture, à l'apaisement de la faim. Aujourd'hui, la baronne allait diriger cette faim vers le bas. Le cadenas cliqueta. La trappe se souleva, avant que nous découvrions ce qui se produisit lorsque les 8 chiens affamés entrèrent dans la cave avec Marguerite. J'ai besoin que vous fassiez une pause. Si cette histoire vous captive autant que moi en la racontant, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les recoins les plus sombres de l'histoire américaine. Laissez un commentaire avec vos théories sur la suite. Une jeune femme pouvait-elle réellement survivre à ce que la baronne avait prévu? Pouvait-elle ressortir vivante de cette cave? La réponse est plus troublante que tout ce que vous imaginez. Ne partez pas, car la vérité sur ce qui s'est déroulé dans cette cave de Louisiane remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la survie et la volonté. Le premier chien descendit l'échelle avec une grâce surprenante pour sa taille. Bourbon, le plus massif des 8, pesait peut-être 60 kilos. Son pelage était tacheté de brun et de noir, et ses yeux s'adaptèrent rapidement à la pénombre. Il atteignit le sol de la cave et s'orienta aussitôt vers Marguerite, le corps tendu, les lèvres se retroussant légèrement, sur des dents jaunies. 3 jours sans nourriture avaient effacé tout dressage incompatible avec la survie. À cet instant, il n'était plus que pur animal, pur prédateur,
face à quelque chose qui sentait la nourriture. Marguerite ne bougea pas. Elle se tenait au centre de la cave, les pieds solidement ancrés, les mains bandées relâchées le long de son corps, les yeux fixés sur ceux du chien. Pas un regard fixe, qui aurait été un défi, mais une observation consciente, qui signalait la vigilance. Le chien tourna sur la gauche. Marguerite pivota avec lui, maintenant l'orientation de son corps et le contact visuel. Le deuxième chien descendit. Sa voix, légèrement plus petit, plus rapide, plus nerveux. Puis Habsbourg, puis Romanov. En moins de 2 minutes, les 8 chiens se trouvaient dans la cave avec Marguerite, leurs masses combinées remplissant l'espace étroit, leur respiration résonnant dans l'air confiné. La trappe resta ouverte au-dessus. Le visage de la baronne était visible dans l'ouverture, découpé par la lumière du matin. « Elle ne crie même pas !» entendit Marguerite dire Thibaut, une note de confusion dans la voix. « Elle criera !» répondit la baronne. « Donnons-leur un instant. » Les chiens commencèrent à se déplacer selon un schéma que Marguerite reconnut après des mois d'observation. Ils établissaient la formation, déterminaient la hiérarchie, décidaient quel animal mènerait l'attaque. Bourbon resta en tête, tandis que Windsor et Grimaldi se plaçaient sur les flancs, coupant des voies de fuite qui n'existaient de toute façon pas dans cet espace clos. C'est alors que Marguerite fit quelque chose qui aurait semblé incompréhensible à quiconque observait depuis le haut. Elle fit un pas en avant, directement vers Bourbon. Le chien se figea. Ce n'était pas un comportement de proie. Une proie fuit, se recroqueville, se soumet. Ceci était autre chose. Quelque chose qui déclenchait des instincts différents. Marguerite fit un second pas, réduisant la distance à environ 1 mètre. Elle pouvait sentir l'odeur du chien, la puanteur aigre d'un pelage sale et du désespoir. Elle voyait la tension dans ses muscles, le calcul dans ses yeux. Puis elle fit quelque chose d'encore plus étrange. Elle s'agenouilla sur un genou, s'abaissant à la hauteur du chien, se rendant plus petite, réduisant la domination physique liée à la taille. Mais elle garda son regard au même niveau, son corps orienté vers l'avant, et une qualité dans sa posture qui n'exprimait pas la soumission, mais l'égalité. Elle tendit une main bandée, ni comme une offrande, ni comme une menace, mais comme une reconnaissance. La tête de Bourbon s'inclina légèrement, perplexe. Les autres chiens s'étaient immobilisés, observant leur meneur, attendant le signal de l'attaque. La cave demeura parfaitement silencieuse, à l'exception des respirations. 8 chiens et une femme, tous affamés, tous désespérés, suspendus dans un instant qui pouvait basculer vers la violence ou vers autre chose. Marguerite parla. Sa voix sortit rauque, privée d'eau depuis des jours, à peine plus qu'un murmure, mais stable. « Tu as faim. J'ai faim. Nous avons tous faim. C'est elle qui nous a faites ainsi. » La baronne éclata de rire au-dessus. Elle a perdu la raison. La peur a brisé sa santé mentale. Mais Marguerite continua, ces mots n'étant pas destinés à la baronne, mais aux chiens, à elle-même, à tout instinct ou intelligence pouvant exister entre les espèces. Vous avez été affamés, contrôlés, transformés en armes. Vous savez ce que cela signifie d'être possédé. Vous savez ce que cela signifie d'être l'outil de quelqu'un. Elle se déplaça lentement, toujours à genoux, vers le coin où elle avait creusé la petite dépression dans la terre. Les chiens observaient, mais n'attaquaient pas. Bourbon fit un pas en avant, reniflant, son agressivité glissant vers la curiosité. Marguerite atteignit le coin et recommença à creuser avec ses mains bandées, retirant des poignées de terre, approfondissant le trou. Les chiens s'approchèrent, intrigués par cette activité étrange, leur focalisation prédatrice perturbée. Elle les sentait désormais tout près, leur souffle sur sa nuque, leur présence l'encerclant. Puis elle tira quelque chose du trou, un rat mort. La cave, comme tous les bâtiments de ce type, abritait des rongeurs. Marguerite avait trouvé celui-ci durant la première nuit, déjà mort, probablement tué par du poison ou un piège. Elle l'avait conservé, caché, sachant qu'il était dérisoire comme défense, mais trop désespérée pour se débarrasser de tout outil potentiel. À présent, elle le tenait levé, le petit cadavre pendant entre ses doigts. 8 paires d'yeux étaient fixés sur le rat avec une intensité presque chirurgicale. Marguerite déchira le rat en 2 à main nue, le geste brutal, pragmatique. Elle lança un morceau dans le coin opposé de la cave. 4 chiens s'y ruèrent aussitôt, se disputant brièvement la chair avant que Bourbon n'impose sa domination et ne s'approprie la proie, qu'il avala en quelques secondes. Elle lança le second morceau dans l'autre coin. Les chiens restants se disputèrent à cette part, Windsor en sortant vainqueur.
L'échange entier ne dura pas plus de 30 secondes. Quand tout fut terminé, les 8 chiens se tournèrent de nouveau vers Marguerite. Ils avaient toujours faim, mais une nouvelle association commençait à se former dans leurs esprits simples. Cette créature à 2 pattes avait fourni de la nourriture. Cette créature avait répondu à leur faim, aussi insuffisamment que cela ait été. Cette créature pourrait recommencer. « Ça ne te sauvera pas », lança la baronne depuis le haut. « Un seul rat partagé entre 9. Tout ce que tu as fait, c'est leur donner le goût de la viande. Maintenant, ils en voudront plus. » Mais quelque chose avait changé dans la dynamique de la cave. Marguerite s'assit lentement, le dos contre le mur, son corps volontairement détendu malgré son cœur qui battait à tout rompre. Les chiens s'approchèrent, la reniflant avec insistance, leur museau poussant contre ses bras, ses jambes, son visage. Elle ne recula pas, elle ne résista pas. Elle les laissa examiner, apprendre son odeur, sans la superposition de la peur. Elle les laissa tirer leurs propres conclusions sur ce qu'elle était, de la nourriture ou autre chose. Bourbon poussa sa tête massive contre sa poitrine, manquant de la renverser. Elle se stabilisa et, très lentement, leva une main bandée pour lui gratter l'arrière des oreilles. La queue du chien, jusque-là rigide, donna un seul battement hésitant. Les oreilles, auparavant plaquées en arrière, se relâchèrent légèrement vers l'avant. Les autres chiens, observant la réaction de leur meneur, se pressèrent davantage. Marguerite se retrouvait assise, entourée de 8 animaux affamés, chacun capable de la tuer en quelques secondes, chacun conditionné par la baronne à dominer par l'intimidation. Mais à cet instant, ils n'attaquèrent pas. Ils étaient confus, incertains, en train de réagir à quelque chose dans l'attitude de Marguerite qui ne correspondait pas à leur dressage. « C'est impossible », murmura la voix de Thibaut depuis le haut. « Ils auraient déjà dû la mettre en pièces. »« Donnez-leur du temps », répondit la baronne, mais sa voix portait moins de certitude qu'auparavant. Les heures qui suivirent furent décrites plus tard par Thibaut dans son journal comme « contraires à toute loi naturelle et à tout principe de comportement animal que j'ai observé en 30 ans de manipulation de chiens. » Les chiens n'attaquèrent pas. Ils se couchèrent autour de Marguerite dans la cave, leur corps pressé contre le sien pour partager la chaleur. Leur faim n'avait pas disparu, mais elle avait été subordonnée à une dynamique de meute qui se réécrivait en temps réel. Marguerite leur parla tout au long de la matinée. Sa voix resta stable malgré sa propre faim et sa soif. Ses paroles n'avaient aucun sens particulier dans leur contenu, mais leur ton importait. Elle ne s'établit ni comme maîtresse, ni comme servante, mais comme membre de la meute, comme survivante parmi d'autres, comme créature tout autant prisonnière de la cruauté de la baronne. Les chiens, élevés et dressés pour répondre à la domination, se retrouvèrent à répondre à quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. La solidarité. La baronne observa pendant des heures, son visage au-dessus exprimant une frustration croissante. Elle cria des ordres en allemand, des mots secs qui auraient dû activer le dressage des chiens. Ils l'ignorèrent. À midi, elle jeta de la nourriture dans la cave, de la viande séchée, qui aurait dû provoquer une frénésie. Les chiens mangèrent de façon ordonnée, et Bourbon apporta un morceau à Marguerite, le déposant à ses pieds. Comment fait-elle ça? La voix de la baronne portait désormais une véritable stupeur, mêlée à une colère montante. Thibaut n'avait aucune réponse, pas plus que le personnel de la maison, rassemblé pour observer, attiré par des rumeurs évoquant quelque chose d'impossible se produisant dans les chenils. À mesure que l'après-midi avançait, Marguerite commença à se déplacer dans la cave selon des trajectoires lentes et délibérées. Les chiens bougeaient avec elle, la suivant. Leur formation passa d'une posture prédatrice à une posture protectrice. Lorsqu'elle s'approchait de l'échelle, ils se placèrent derrière elle. Lorsqu'elle s'asseyait, ils formaient un cercle autour d'elle. Leur loyauté envers la baronne, bâtie par des années de conditionnement et de peur, se dissolvait face à la réalité de l'enfermement et de la faim partagée. À la tombée du soir de ce premier jour, la situation s'était totalement inversée par rapport à ce que la baronne avait prévu. Les chiens ne menaçaient plus Marguerite, ils la protégeaient. Face à l'échec de son expérience et à l'humiliation de voir son autorité défiée par quelqu'un qu'elle jugeait indigne de considération, la baronne prit une décision qui s'avérerait fatale. Elle ordonna à Thibaut de descendre dans la cave pour récupérer Marguerite, de la séparer des chiens par la force afin de rétablir l'ordre normal. Thibaut, à son honneur, reconnut la folie de cet ordre. « Madame, ces chiens attaqueraient à quiconque s'approcherait d'elle maintenant. Ils se sont liés à elle d'une manière ou d'une autre.
Je ne comprends pas comment, mais je sais que descendre là-dessous serait du suicide. Alors faites remonter les chiens. Faites-les remonter et nous les séparerons d'elles. Ils ne remonteront pas sans elles. Regardez-les. Et c'était vrai. Lorsque Thibaut appela les chiens depuis le haut, utilisant les ordres auxquels ils avaient été dressés, pas un seul ne bougea. Ils restèrent avec Marguerite, les yeux fixés sur elle, leur corps positionné entre elle et toute menace venant d'en haut. Le visage de la baronne, visible dans l'ouverture de la trappe, passa par une succession d'expressions. Confusion, colère, incrédulité, puis quelque chose de plus sombre encore, quelque chose qui ressemblait à de la haine pure. Cette esclave, cette propriété, cette chose qu'elle avait achetée pour 400 $ avait accompli ce que la baronne n'avait jamais pu obtenir. Une loyauté absolue, chez des créatures élevées pour ne connaître que la peur et la domination. « Très bien, » dit finalement la baronne. « Nous allons attendre. Nous attendrons qu'elle soit trop faible pour maintenir le sort qu'elle a jeté sur eux. Nous attendrons que la faim brise cette alliance absurde. Nous attendrons que la nature reprenne ses droits et qu'ils se souviennent de ce qu'ils sont. » Elle referma la trappe. Le cadenas cliqueta. Dans l'obscurité en dessous, Marguerite resta assise, 8 chiens pressés contre elle, partageant la chaleur, partageant le souffle, partageant l'expérience d'être les instruments de la cruauté de la baronne. Elle savait que la baronne n'apporterait plus de nourriture, plus d'eau. Elle savait que le plan était de les affamer tous, de forcer les chiens à choisir entre la loyauté et la survie. Elle avait gagné du temps. Elle avait créé une alliance impossible. Mais à moins que quelque chose ne change, ils mourraient tous dans cette cave. La question devint alors, combien de temps l'instinct de survie pouvait-il être contenu par la loyauté de la meute? Combien de temps avant que la faim ne l'emporte sur le lien que Marguerite avait créé? La réponse fut de 72 heures. 3 jours durant lesquels la baronne attendit des cris qui ne vinrent jamais, des bruits de violence qui ne se produisirent pas. 3 jours durant lesquels Thibaut rapporta un silence venu d'en bas, des mouvements occasionnels, des chiens qui auraient dû devenir fous de faim, mais qui semblaient au contraire économiser leurs forces. 3 jours durant lesquels la certitude de la baronne commença à se fissurer. Au matin du 4e jour, le 21 mai 1847, la baronne commit son erreur finale. La décision d'ouvrir la trappe ce matin-là ne vint pas d'un calcul stratégique, mais du désespoir. La baronne avait passé 3 nuits sans sommeil dans ses appartements, à écouter le silence provenant des chenils, incapable de comprendre comment son châtiment parfait s'était transformé en autre chose. Elle envoya Thibaut coller l'oreille contre le plancher à plusieurs reprises, exigeant de savoir ce qu'il entendait. Ses rapports ne la satisfirent jamais. Des mouvements, une respiration, parfois un gémissement ou un aboiement, mais aucune violence, aucune frénésie, aucun son indiquant que sa volonté était en train de s'accomplir. Le personnel de la maison avait commencé à murmurer, pas à voix haute, pas ouvertement, mais dans les coins des pièces, dans les intervalles entre les tâches. Ils échangeaient des regards chargés d'incrédulité et de quelque chose qui s'approchait de l'admiration. La fille dans la cave avait survécu 4 jours avec 8 chiens affamés. La fille, qui aurait dû être mise en pièces en quelques minutes, avait, d'une manière ou d'une autre, créé une alliance défiant tout ce que l'on croyait comprendre des prédateurs et des proies. La baronne ne pouvait le tolérer, pas la survie elle-même, déjà suffisamment perturbante, mais le fait que son autorité ait été sapée, son jugement remis en cause, son pouvoir rendu dérisoire. Ainsi, le matin du 21 mai, elle ordonna à Thibaut de rassembler le personnel masculin de la maison, 5 hommes au total, et de les armer de longues perches utilisées pour maîtriser les animaux dangereux. Elle ouvrirait la trappe, annonça-t-elle, et les hommes sépareraient la jeune fille des chiens par la force si nécessaire. Les animaux seraient remontés un par un, enfermés dans leurs enclos respectifs, puis Marguerite serait récupérée et punie correctement pour la sorcellerie qu'elle avait employée. Thibaut tenta une dernière fois de la dissuader. « Madame, ces chiens meurent de faim depuis 1 semaine. Si nous les provoquons maintenant, il est impossible de prévoir ce qu'ils feront. Ce sont des animaux, cracha la baronne. Ils suivent la force et craignent la douleur. Nous allons leur rappeler les 2. Les hommes se rassemblèrent dans le bâtiment des chenils à l'aube. L'air du matin était lourd, chargé de cette humidité annonciatrice de pluie qui faisait coller les vêtements à la peau et attisait les nerfs. La baronne se tenait près de la trappe, vêtue de sa tenue d'équitation, comme si elle s'apprêtait à partir pour une agréable chasse matinale, plutôt que d'affronter les conséquences de sa propre cruauté. Elle tenait un pistolet dans la main droite,
davantage pour l'effet que par réelle utilité, tirer dans un espace aussi confiné aurait été suicidaire. « Ouvrez !» ordonna-t-elle. Thibault déverrouilla le cadenas et souleva la trappe. L'odeur qui remonta fit reculer plusieurs hommes. Un air vicié, mêlé de déjection, et la concentration des odeurs de chien et d'enfermement humain. La lumière se déversa dans la cave, révélant une scène qui n'avait aucun sens pour ceux qui regardèrent d'en haut. Marguerite était assise au centre de l'espace, le dos droit, malgré une faiblesse évidente, les vêtements sales et déchirés, le visage creusé par des jours sans nourriture. Les 8 chiens étaient allongés autour d'elle, en un cercle parfait, leur corps touchant le sien et ceux des autres, formant une barrière vivante. 16 yeux, humains et canins, levés vers l'ouverture, portant la même expression. Pas de peur, pas de soumission, quelque chose qui ressemblait davantage à de la défiance. Marguerite appela la baronne d'une voix sucrée et dangereuse que tout le personnel avait appris à redouter. « Il est temps de remonter. Ta punition est terminée. Remonte maintenant, et nous oublierons cet incident malheureux. » Marguerite ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Son regard resta fixé sur le visage de la baronne avec une intensité qui fit vaciller le sourire de la femme plus âgée. « J'ai dit, remonte. C'est un ordre. Rien. » Les chiens frémirent légèrement, leur corps se tendant en réponse au ton menaçant de la baronne. Son calme se fissura. « Tu vas m'obéir. Je te possède. Je possède ta vie, ton corps, jusqu'à ton souffle. Tu vas grimper cette échelle immédiatement, ou je te ferai traîner dehors et battre jusqu'à ce que tu ne puisses plus te tenir debout. » Marguerite parla alors. Sa voix était rauque, abîmée par le silence et la déshydratation, mais elle résonna clairement dans le bâtiment silencieux. « Non. » Le mot unique resta suspendu dans l'air comme un coup de feu. Les hommes échangèrent des regards. Le visage de la baronne passa du rouge au blanc, sa main se crispant autour du pistolet. « Qu'as-tu dit ? » ?»« Non, je ne remonte pas seul. Nous remontons ensemble, tous les 9, ou nous restons ici. Tu ne donnes plus d'ordre, ni à moi, ni à eux. » C'était la défiance la plus directe que la baronne ait jamais affrontée de toute sa vie adulte. Elle avait bâti son existence sur la certitude absolue de sa supériorité, de son contrôle, de son droit de commander. Et voilà qu'une esclave, une propriété, refusait ses ordres et revendiquait l'autorité sur ses chiens. « Thibault, faites descendre les hommes. Traînez-la dehors. » Thibault hésita. « Madame, si nous descendons là-dessous, ces chiens attaqueront. J'en suis certain. Ils bluffent. Ils sont affaiblis par la faim. 6 hommes avec des perches peuvent facilement contrôler 8 animaux affamés et une esclave rebelle. » Mais alors que les hommes s'approchèrent de la trappe, leurs perches prêtes, quelque chose se produisit, quelque chose qui serait rapporté de façon identique par les 5 hommes présents et par Thibault lui-même dans les jours qui suivirent. Les chiens se levèrent d'un seul mouvement. Leurs gestes étaient synchronisés, leur corps se positionnant entre l'échelle et Marguerite avec une précision quasi militaire. Bourbon s'avança, abaissant sa tête massive, découvrant ses dents dans un grognement qui exprimait un engagement total envers la violence. Derrière lui, les 7 autres chiens se disposèrent sans laisser d'ouverture, sans faille, sans aucun moyen d'atteindre Marguerite sans passer à travers eux. Le premier homme à poser le pied sur l'échelle, un ouvrier des champs nommé Baptiste, qui avait travaillé avec des chiens toute sa vie, croisa le regard de Bourbon et recula aussitôt. « Je n'y descends pas. Ce chien tuera quiconque essaiera. Alors nous les affamerons davantage. Fermez la trappe. Pas de nourriture, pas d'eau, rien. Nous attendrons qu'il soit trop faible pour résister. Avec tout le respect que je vous dois, madame, dit Thibault d'une voix calme, cela fait déjà une semaine. Si la faim devait briser ce qui se passe là-dessous, cela se serait déjà produit. La baronne se tourna vers lui, le visage déformé par la rage. Vous me défiez aussi? Vous rejoignez la mutinerie? Je peux remplacer un contremaître aussi facilement qu'une esclave. Je constate simplement que votre stratégie ne fonctionne pas. Alors que suggérez-vous? Que feriez-vous, vous? Thibault regarda vers la cave, la jeune femme, les chiens, l'alliance impossible née dans l'obscurité et le désespoir. Il était un homme cruel par métier et par nature, mais il était aussi pragmatique, et il reconnaissait quand une situation dépassait son expérience. « Je la laisserai remonter, madame, avec les chiens. Voyons ce qui se passe en espace ouvert. » « Absolument pas. Ce serait reconnaître une défaite. »« Avec respect, madame. La défaite a déjà eu lieu. La question est de savoir si nous la reconnaissons ou si nous la laissons dégénérer en quelque chose de pire. » La baronne resta figée, indécise.
tout son monde s'effondrant face à la réalité sous ses yeux. Elle avait conçu la punition parfaite, la leçon ultime de soumission, et cela s'était transformé en quelque chose qui remettait en cause tout ce qu'elle croyait sur le pouvoir, la hiérarchie et le contrôle. Alors Marguerite parla de nouveau depuis la cave. Sa voix était plus forte désormais, chargée d'une autorité qui semblait impossible venant de quelqu'un dans sa position. « Je remonte. Les chiens montent avec moi. Vous pouvez fermer cette trappe et nous laisser mourir ici, ce qui ne prendra plus très longtemps. Ou vous pouvez reculer et nous laisser sortir. Dans les deux cas, vous avez déjà perdu. » La baronne suffoqua. « Comment oses-tu? Vous vouliez me briser, éteindre ce que vous voyiez dans mes yeux et qui vous offensait. Vous avez essayé toutes les punitions possibles. Et quand cela a échoué, vous avez tenté de me faire tuer de la façon la plus horrible que vous pouviez imaginer. Mais je suis toujours là. Je suis toujours moi-même. Et ces chiens savent maintenant ce que vous êtes, aussi clairement que moi. » La baronne leva le pistolet, le pointant vers la cave. Sa main tremblait, de rage, de peur, ou des deux. « Je pourrais te tuer maintenant, mettre fin à cette défiance absurde avec une seule balle. Vous pourriez, mais alors vous auriez 8 chiens affamés sans aucune raison de se retenir, enfermés dans une cave avec une seule sortie. Et cette sortie passe par 6 hommes déjà terrifiés à l'idée d'y descendre. Tirez, voyez ce qui se passe. » C'était un bluff, ou peut-être pas. Les chiens, en tout cas, semblèrent prêts à répondre à un coup de feu par la violence. Leurs corps étaient tendus, leurs yeux fixés sur la baronne avec une intensité qui fit reculer plusieurs hommes. La main de la baronne trembla davantage. Son doigt toucha la détente. Le moment s'étira, tendu comme un fil prêt à se rompre dans le sang. Et alors que l'on croyait que la situation ne pouvait devenir plus intense, quelque chose se produisit que personne n'aurait pu prévoir. Si vous êtes au bord de votre siège à cet instant, tant mieux, car vous devez entendre la suite. La décision que la baronne prendrait dans les 30 secondes suivantes déterminerait non seulement qui vivrait et qui mourrait, mais transformerait durablement l'équilibre du pouvoir sur toute la plantation. Abonnez-vous, activez les notifications, car c'est ici que l'histoire prend un tournant que les témoignages contemporains décrivirent comme impossible et contraire à toute loi naturelle. Découvrons ce qui se produisit lorsque l'autorité absolue de la baronne entra en collision avec quelque chose de plus fort que la peur. Thibaut prit la décision à sa place. Le contremaître s'avança et posa la main sur le bras de la baronne, doucement mais fermement, abaissant le pistolet. « Madame, je vous en prie, si vous tirez sur cette fille, nous mourrons tous dans ce bâtiment. Laissez-moi gérer cela. » La baronne se tourna vers lui, les yeux emplis de fureur, mais quelque chose dans l'expression de Thibaut, un mélange de peur et de résignation, la fit hésiter. Il gérait des situations violentes depuis 30 ans. Elle l'avait engagé précisément pour cette expérience. S'il préconisait la retraite, elle devait peut-être l'écouter. « Très bien, » dit-elle enfin, la voix tendue. « Faites-la remonter. Mais elle doit être maîtrisée immédiatement. » Et les chiens séparés d'elle. Thibaut hocha la tête, sans aucune intention d'obéir à ses ordres. Il s'approcha de l'ouverture et appela vers le bas, la voix soigneusement neutre. « Marguerite, je vais reculer. Tu peux remonter avec les chiens. Personne n'interviendra. Une fois que vous serez en haut, nous verrons ce qui vient ensuite. » Depuis la cave, Marguerite l'observa, cherchant à savoir s'il s'agissait d'une sincérité ou d'un piège de plus. Les chiens restaient tendus autour d'elle, attendant son signal. Finalement, elle acquiesça d'un léger signe de tête et s'approcha de l'échelle. Ce qui se produisit ensuite fut décrit par 7 témoins avec une constance remarquable, malgré l'impossibilité apparente de ce qu'ils affirmaient avoir vu. Marguerite monta lentement, ses mouvements prudents, son corps visiblement affaibli par l'épreuve. À mesure qu'elle montait, les chiens commencèrent à grimper derrière elle, utilisant l'échelle avec une agilité surprenante pour leur taille. Ils ne se précipitèrent pas, ne se bousculèrent pas. Ils montèrent dans l'ordre. Bourbon en premier, puis Windsor, puis les autres, dans une séquence qui semblait prédéterminée. Marguerite émergea dans le bâtiment des Chenils, debout dans la lumière du matin pour la première fois depuis une semaine. Elle avait l'apparence d'un fantôme. Ses vêtements pendèrent sur elle. Sa peau était pâle, là où elle n'était pas couverte de terre, ses cheveux emmêlés et en bataille. Mais ses yeux qui avaient tant enragé la baronne, étaient calmes et d'une clarté inébranlable. Elle s'éloigna de la trappe, et les chiens surgirent derrière elle, se disposant immédiatement dans le même cercle protecteur. La baronne et les hommes rassemblés avaient reculé pour leur laisser de l'espace, se pressant contre le mur opposé du bâtiment.
La baronne tenait toujours le pistolet, mais son bras pendait désormais le long de son corps. Elle fixait Marguerite avec une expression mêlant haine, incrédulité et quelque chose qui ressemblait à une première étincelle de peur. « Qu'es-tu » demanda la baronne d'une voix à peine audible. « Je suis exactement ce que vous avez essayé de détruire. Quelqu'un qui refuse de se briser. » La voix de Marguerite gagna en force à mesure qu'elle parlait, nourrie par une colère accumulée pendant 2 ans. « Vous m'avez acheté parce que j'étais bon marché, parce qu'un imbécile en Virginie pensait que la défiance me rendait sans valeur. Vous avez tenté de me briser par le travail, le fouet, la faim, l'humiliation. Quand cela a échoué, vous avez essayé de me faire tuer. Mais je suis toujours là, et je suis toujours entière. Et maintenant, ces chiens comprennent quelque chose que vous n'avez jamais compris. Quoi ? Que pourraient-ils bien comprendre ? Que la cruauté n'est pas la force, que la peur n'est pas la loyauté, que pour vous, nous ne sommes que de la survie, des pièces sur un plateau, des outils à utiliser puis à jeter. Ils ont passé des années à apprendre à vous craindre, à vous obéir, à vous voir comme l'autorité ultime. Puis ils ont passé 4 jours dans cette cave avec quelqu'un qui les traitait comme des compagnons de captivité plutôt que comme des armes. Et ils ont fait leur choix. » La baronne éclata de rire. Un son dur, sans aucune trace d'humour. « Tu crois avoir gagné quelque chose ? Tu crois que cela change quoi que ce soit ? Ce sont des chiens. Tu es une esclave. Et moi, je suis la loi sur cette propriété. Tout cela se terminera par ton retour enchaîné et par eux de nouveau dans leurs enclos, et la vie reprendra exactement comme avant. » Non. Marguerite fit un pas en avant. Les chiens avancèrent avec elle, maintenant leur formation. Parce que tout le monde ici a vu ce qui s'est passé. Tout le monde sait que vous avez tenté de me faire tuer, que vous avez échoué, que votre autorité sur vos propres animaux a été brisée. Combien de temps avant que les travailleurs des champs l'apprennent ? Combien de temps avant que chaque personne réduite en esclavage sur cette plantation comprenne que votre pouvoir n'est pas absolu ? Combien de temps avant que quelqu'un d'autre refuse un ordre et que vous soyez forcé d'admettre que la peur ne fonctionne que tant que les gens vous croient invincible ? Le visage de la baronne traversa plusieurs expressions avant de se figer dans une rage glaciale. « Thibaut, prenez-la. Utilisez la force nécessaire. » Mais Thibaut ne bougea pas. Aucun des autres hommes non plus. Ils regardèrent Marguerite, les chiens autour d'elle, la scène impossible qui se déroulait sous leurs yeux, et comprirent que quelque chose de fondamental avait changé. Le pouvoir de la baronne reposait sur la certitude de sa supériorité, sur le caractère absolu de son autorité. Cette certitude s'était brisée au cours de la semaine écoulée, et tous ceux présents dans le bâtiment pouvaient le sentir. « C'est une mutinerie !» cria la baronne. « C'est une insurrection. Je vous ferai tous poursuivre. Je vous ferai tous !» Elle ne termina jamais sa phrase. Marguerite fit un nouveau pas en avant, et cette fois la baronne recula, battant en retraite devant une esclave et 8 chiens qu'elle avait autrefois contrôlés sans partage. Ce simple pas en arrière disait tout. La baronne avait cédé la première. Elle avait montré la peur. Elle avait reconnu de la manière la plus visible possible que l'équilibre avait changé. Marguerite se dirigea vers la porte du bâtiment. Les chiens la suivirent. Les hommes s'écartèrent pour les laisser passer, se plaquant contre les murs, les yeux écarquillés. La baronne resta figée, le pistolet pendant à son côté, la bouche s'ouvrant sans qu'aucun son n'en sorte. Sur le seuil, Marguerite s'arrêta et se retourna. « Je pars. Je quitte cette plantation à pied, et ces chiens viennent avec moi. Vous pouvez essayer de m'arrêter, ce qui signifie me tirer dans le dos devant témoins, ou vous pouvez me laisser partir. Dans les 2 cas, tout le monde ici saura ce qui s'est passé dans cette cave, et saura que vous avez perdu. Tu n'iras pas à 10 kilomètres, répondit la baronne d'une voix tremblante. On te rattrapera avant la nuit. On te ramènera enchaîné, et quand ce sera fait, ce que tu as vécu te semblera être de la miséricorde. Peut-être, mais je préfère mourir libre que vivre comme votre propriété. Et je crois que vous savez que je ne suis pas la seule sur cette plantation à penser ainsi. » Marguerite sortit dans la lumière du matin. Les 8 chiens la suivirent en formation, leur corps l'entourant, leurs regards scrutant les environs à la recherche de menaces. Les hommes restèrent sur le seuil, la regardant traverser la cour, passer devant la maison principale et s'engager sur la longue route qui menait loin du domaine. La baronne demeura immobile pendant une 30aine de secondes, l'esprit parcourant des scénarios, des conséquences, les mathématiques du pouvoir et du contrôle. Puis elle leva le pistolet et tira. Le coup partit trop loin, volontairement ou non, et se ficha dans un arbre à environ 6 mètres sur la droite de Marguerite. Le bruit résonna sur toute la plantation, attirant les travailleurs des champs et le personnel de maison hors des bâtiments.
Ils arrivèrent pour voir Marguerite marcher résolument vers la route, les chiens autour d'elle, la baronne dans l'embrasure des chenils avec un pistolet fumant, et Thibaut retenant le bras de la baronne pour l'empêcher de tirer de nouveau. « Laissez-la partir », disait Thibaut. « Pour l'amour de Dieu, laissez-la partir avant que cela ne devienne un meurtre. » Mais la baronne n'écoutait pas. Elle observait la silhouette de Marguerite qui s'éloignait. Les chiens qui avaient été ses biens les plus précieux suivre une esclave plutôt que leur maîtresse, la preuve visible de son échec à briser une volonté. Son visage avait dépassé la rage pour atteindre quelque chose de plus froid, de plus calculé. « Très bien, » dit-elle doucement. « Laissez-la partir, qu'elle croit avoir gagné. Mais ce n'est pas terminé. Prévenez les autorités paroissiales. Déclarez-la en fuite. Offrez une récompense. Elle sera reprise avant le coucher du soleil, et quand elle reviendra, nous verrons si elle reste aussi défiante. » Thibaut lâcha son bras et recula, visiblement soulagé que la crise immédiate se soit achevée sans davantage de sang. Les autres hommes se dispersèrent, retournant à leurs tâches, commençant déjà à construire les récits de ce qu'ils venèrent de voir. La baronne observa Marguerite jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour de la route, puis se tourna et regagna la maison principale. Le dos raide, l'allure mesurée, parfaitement contrôlée. Ce qui se passa dans la maison au cours des heures suivantes fut reconstitué plus tard à partir des témoignages du personnel. La baronne se retira immédiatement dans ses appartements, renvoyant les domestiques venus lui demander si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle y resta toute la matinée et une partie de l'après-midi. La porte verrouillée, aucun bruit ne filtrant de l'intérieur. À un moment, la cuisinière apporta un plateau pour le déjeuner et le laissa devant la porte. Des heures plus tard, il n'avait pas été touché. Vers 16 heures, une femme de chambre remarqua de la fumée s'échappant de dessous la porte de la baronne. Elle appela à l'aide et Thibaut arriva en courant avec plusieurs ouvriers des champs. Ils forcèrent la porte et trouvèrent la baronne allongée sur son lit, parfaitement composée, les mains croisées sur la poitrine. Elle était morte. La pièce ne présentait aucun signe de lutte ni de violence. Le médecin paroissial, appelé immédiatement, examina le corps et conclut à une mort par défaillance cardiaque. La cuisinière, interrogée, admit que la baronne avait demandé ce matin-là une tisane particulière avant de se retirer dans ses appartements. Une tisane préparée à partir de plantes qu'elle cultivait elle-même dans un petit jardin derrière la maison. Le médecin examina les feuilles restantes et découvrit qu'elles étaient mélangées à des quantités de digital et d'aconite, deux plantes mortelles à forte dose. Le registre paroissial, daté du 22 mai 1847, indiqua simplement « Héloïse Deveau, âgée de 41 ans, décédée d'une défaillance cardiaque à son domicile. Aucune circonstance suspecte relevée. L'acte fut signé par le docteur Pierre Marchon, le magistrat local Jean-Baptiste Hébert, et Gaspard Thibaut comme témoin. Mais les récits officieux, ceux murmurés entre voisins et consignés dans des journaux privés, racontaient une autre histoire. La baronne s'était donné la mort plutôt que d'affronter l'humiliation de ce qui s'était produit, plutôt que de vivre avec la certitude que son autorité absolue avait été brisée par quelqu'un qu'elle considérait comme moins qu'humain. Elle s'était empoisonnée avec les plantes de son propre jardin, des plantes qu'elle cultivait pour des usages que personne n'osait évoquer ouvertement. Et elle l'avait fait avec le même calcul froid qu'elle appliquait à tout le reste de sa vie. La plantation elle-même, comme mentionné au début, fut incendiée dans la semaine qui suivit. La version officielle parla d'un accident de lampe dans la maison principale, un feu qui se serait propagé avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Mais les travailleurs des champs et le personnel savaient pieux. L'incendie avait été déclenché délibérément, allumé simultanément à plusieurs endroits par des personnes qui avaient vécu sous la cruauté de la baronne et voyaient dans la destruction de son héritage matériel une forme de justice. Le destin de Marguerite, après avoir quitté le domaine des Vaux, demeure un mystère historique, ce qui est peut-être approprié. Aucune annonce de fuite correspondant à sa description n'apparaît dans les journaux de Louisiane de l'époque. Aucun registre paroissial ne documente sa capture ou son retour. Elle disparut tout simplement des archives officielles, ne laissant derrière elle que les récits de ce qu'elle avait enduré et l'impossibilité de ce qu'elle avait accompli. 3 lettres, aujourd'hui conservées dans la collection historique de Louisiane à Bâton Rouge, constituent les seuls documents substantiels sur ce qui se produisit après son départ. Toutes 3 furent écrites par des planteurs voisins à des parents vivant dans d'autres États, toutes datées de moins de 2 semaines après l'incident, et toutes décrivent essentiellement la même scène. Une jeune femme marchant vers le nord le long de la route du fleuve, accompagnée de 8 grands chiens, refusant toute aide comme toute opposition,
avançant avec une détermination telle que même des hommes armés hésitaient à l'interrompre. Une lettre, écrite par un planteur nommé Adolphe Landry à son frère à Natchez, la décrit ainsi. Elle avait l'apparence de quelqu'un qui est passé par le feu et en est ressorti transformé. Les chiens autour d'elle se mouvaient avec une précision militaire, et son maintien portait une autorité que je n'ai vue que chez des généraux, jamais chez quelqu'un de sa condition. Je lui demandai si elle avait besoin d'aide, pensant qu'elle était peut-être perdue ou séparée de son propriétaire. Elle me fixa d'un regard qui me fit aussitôt regretter ma question et répondit simplement « Je suis exactement là où je dois être ». Les chiens se placèrent alors entre nous, pas de manière menaçante, mais avec une intention claire, et je me surpris à m'écarter pour les laisser passer. Je les regardais jusqu'à ce qu'ils disparaissent vers le nord, et, je l'avoue, je ressentis un certain soulagement en les voyant s'éloigner. Les chiens eux-mêmes constituent une énigme supplémentaire. 8 animaux de chasse de grande valeur, chacun valant une somme considérable, disparurent tout simplement de Louisiane. Aucun acte de vente n'existe à leur sujet, aucun transfert de propriété, aucune annonce cherchant à les récupérer. Ils partirent avec Marguerite et s'évanouirent dans l'histoire. Leur sort final demeure aussi inconnu que le sien. Le domaine des Vaux, après l'incendie, fut vendu aux enchères, afin de régler les dettes de la baronne. Les terres furent divisées entre 3 acheteurs. Les bâtiments ne furent jamais reconstruits. En l'espace d'une génération, l'ancienne plantation fut absorbée par des propriétés voisines. Ses limites effacées, son histoire oubliée par tous ceux qui n'avaient aucune raison de s'en souvenir. La cave sous les chenils, où s'était formée cette alliance impossible, fut comblée et labourée. Son emplacement n'est aujourd'hui ni marqué ni connu. Mais l'histoire de ce qui s'y produisit ne disparut pas complètement. Elle survécut dans les traditions orales des communautés réduites en esclavage, transmises de génération en génération, à la fois comme récit historique et comme parabole. Des anciens esclaves âgés, interrogés dans les années 1930 par le Federal Writers Project, évoquèrent parfois l'histoire de la fille et des chiens. Les détails variaient, les dates se déplaçaient, le lieu changeait selon les récits, parfois même d'un état à l'autre, mais le cœur de l'histoire restait le même. Quelqu'un qui avait été réduit à l'état de propriété, qui était censé être brisé, qui avait survécu à quelque chose conçu pour la tuer, et qui en était ressorti avec un pouvoir que son oppresseur ne pouvait ni comprendre, ni contrôler. Gaspard Thibault, le contremaître, quitta la Louisiane dans le mois suivant la mort de la baronne. Il partit pour le Texas, travailla dans un ranch de bétail et mourut en 1851 dans un accident de cheval. Son journal, retrouvé parmi ses effets personnels puis donné à une société historique, fournit le témoignage direct le plus détaillé des événements survenus au domaine des Vaux. Il y écrivit longuement sur ce qu'il avait vu, tentant de donner un sens à l'inexplicable, cherchant à comprendre comment une jeune fille affamée avait pu commander des chiens affamés par la seule force de sa volonté et du partage de la souffrance. Sa dernière entrée, datée de 3 jours avant sa mort, revient sur l'incident. J'ai vu beaucoup de cruauté dans l'exercice de mon métier. J'y ai participé plus souvent que je ne l'admets. Mais ce que la baronne a tenté dépassait toutes les limites du comportement décent, même selon les standards de notre institution brutale. Ce que la jeune fille a accompli dépasse toutes les lois de la nature. Je mourrai sans le comprendre, et c'est peut-être une punition appropriée pour le rôle que j'y ai joué. Les implications juridiques de l'incident furent délibérément laissées inexplorées. Les autorités paroissiales, confrontées à une situation qui remettait en cause plusieurs hypothèses fondamentales sur le pouvoir, le contrôle et la hiérarchie, choisirent d'enregistrer le strict minimum et de continuer comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. La mort de la baronne fut classée comme due à des causes naturelles. L'incendie fut déclaré accidentel. La disparition de Marguerite ne fit l'objet d'aucune enquête officielle. Creuser davantage aurait nécessité de reconnaître que tout le système esclavagiste, fondé sur l'hypothèse d'une hiérarchie raciale absolue et de la permanence de la soumission, avait été fondamentalement ébranlé par une femme et 8 chiens dans une cave. 3 personnes réduites en esclavage sur le domaine des Vaux obtinrent leur liberté en 1848, par achat ou par affranchissement accordé par les exécuteurs testamentaires lors du règlement des dettes. Leurs noms apparaissent dans les registres paroissiaux. Baptiste, l'ouvrière agricole, qui avait refusé de descendre dans la cave. Marie-Louise, la cuisinière qui avait préparé la dernière tisane de la baronne. Et Thomas, un domestique qui avait été le premier à remarquer la fumée s'échappant des appartements de la baronne.
S'ils obtinrent leur liberté par coïncidence, ou s'ils la gagnèrent par leur conduite durant la crise, les archives ne le précisent pas. Le contexte historique rend l'histoire de Marguerite encore plus remarquable. Les faits se déroulèrent en 1847, 2 ans avant la première mission de sauvetage de Harriet Tubman, 14 ans avant la guerre de sécession, dans une région où l'emprise de l'esclavage était totale et où toute résistance était habituellement écrasée par une violence immédiate et écrasante. Pour quelqu'un dans la position de Marguerite, survivre, et plus encore, partir avec 8 animaux de grande valeur, nécessitait une conjonction de circonstances si inhabituelles, si précisément alignées, que son histoire semble presque fictive, malgré les preuves documentaires. Et pourtant, ces preuves existent. Les lettres décrivant sa marche vers le nord, le journal de Thibault, les registres paroissiaux de la mort de la baronne et de l'incendie, les actes de liberté des 3 anciens esclaves, et la tradition orale persistante qui a maintenu le récit vivant à travers les générations. Pris isolément, chaque élément prouve peu de choses. Ensemble, ils construisent un récit qui remet en cause des certitudes confortables sur le pouvoir, la hiérarchie et la prétendue permanence de l'oppression. Les chiens constituent peut-être l'aspect le plus profond de toute l'histoire. Ils avaient été élevés pour dominer, dressés pour répondre uniquement à la force et à la peur, maintenus dans un état de faim permanente, afin de les rendre plus dangereux. Pourtant, placés dans des circonstances où ils partagèrent la souffrance avec quelqu'un qui les traitait comme des compagnons de captivité plutôt que comme des armes, ils développèrent une loyauté qui surpassa leur dressage. Ils choisirent la solidarité plutôt que la cruauté, la protection plutôt que la destruction. Ils choisirent de suivre quelqu'un qui leur avait montré de l'empathie plutôt que quelqu'un qui ne leur avait montré que le pouvoir. Ce choix, observé par plusieurs témoins et consigné dans des récits contemporains, demeure l'élément le plus difficile à expliquer. Des spécialistes du comportement animal ayant étudié les récits historiques de l'incident notent que, bien que le lien de meute puisse se former sous stress, la rapidité et l'ampleur du basculement de loyauté des chiens dépassent les paramètres habituels. L'analyse la plus honnête, proposée par la docteure Sarah Merchant dans un article de 2003 consacré à l'affaire, conclut que soit les témoignages contemporains furent exagérés jusqu'à la fiction, soit quelque chose s'est produit dans cette cave qui a révélé des capacités d'empathie et de communication interespèces que nous ne comprenons toujours pas pleinement. L'aspect le plus troublant de cette histoire demeure son effacement délibéré des archives officielles. Quelqu'un, probablement plusieurs personnes, prit la décision consciente de minimiser la documentation de ce qui s'était passé, de classer la mort de la baronne comme naturelle alors qu'elle ne l'était manifestement pas, de laisser Marguerite disparaître sans poursuite, de permettre à 8 chiens de grande valeur de s'évanouir sans enquête. Ces décisions révèlent la menace que l'incident faisait peser sur tout le système. Si une femme réduite en esclavage pouvait refuser l'autorité, former une alliance avec des animaux destinés à l'intimider, quitter la servitude et voir cette fuite tacitement acceptée par les autorités, que disait cela de la prétendue permanence de la hiérarchie raciale? Les autorités durent juger préférable de laisser l'histoire s'éteindre, d'enregistrer le minimum et de passer à autre chose, de la traiter comme une aberration plutôt que comme une révélation. Mais les histoires ne disparaissent pas simplement parce que des responsables le souhaitent. Elles survivent dans les murmures, dans les traditions orales, dans des lettres conservées dans des collections privées, dans des journaux qui refont surface des décennies plus tard. Elles survivent parce qu'elles doivent survivre, parce qu'elles contiennent une vérité trop dérangeante pour être reconnue confortablement, mais trop puissante pour être totalement supprimée. Alors, que pensez-vous qu'il se soit réellement passé dans cette cave durant ces 4 jours? Était-ce simplement un instinct de survie, un pari désespéré qui a fonctionné par hasard? Était-ce quelque chose de plus profond, une capacité d'empathie et de connexion qui transcende les espèces et les circonstances? Marguerite avait-elle compris quelque chose sur le pouvoir et l'autorité que la baronne, malgré toute son éducation et ses privilèges, n'avait jamais saisi? Laissez vos réflexions en commentaire. Cette histoire remet en cause tout ce que nous croyons comprendre des dynamiques de pouvoir, de la résistance, et de ce qui devient possible lorsqu'une personne refuse d'accepter le rôle qui lui a été assigné. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce récit, vous avez traversé l'un des épisodes les plus troublants et inexplicables de l'histoire américaine. Une histoire délibérément étouffée, mais jamais totalement effacée. Abonnez-vous pour d'autres histoires oubliées
et mystères qui bousculent notre compréhension du passé. Activez les notifications pour ne manquer aucune enquête sur ces récits que le temps aurait dû faire disparaître, mais qui refusent de se taire. Partagez cette histoire avec toute personne qui s'intéresse aux recoins les plus sombres et les plus dérangeants de l'histoire. Et surtout, continuez de questionner, continuez de creuser, continuez de refuser les versions aseptisées du passé. Car quelque part en Louisiane, une jeune femme s'est éloignée de l'esclavage, suivie par 8 chiens, et personne en position d'autorité n'a pu se résoudre à l'arrêter. Cet instant impossible, cette fissure dans les fondations d'un système entier d'oppression, compte davantage que n'importe quel registre officiel ayant tenté de l'effacer. À la prochaine énigme.